Bon, alors je me présente un peu pour ceux qui ne sont pas de l'ENSG. Alors, je suis Issa Halawi, je suis étudiante à l'ENSG et je me spécialise dans le domaine de la géologie des énergies. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les principes de la géologie économique. Et donc, dans ce cadre, je vais dans un premier temps définir la géologie économique en général. Puis ensuite, je vais distinguer la différence, enfin faire la différence entre minerais et gisements et braquer l'éclairage un peu sur le Criticality Index développé par l'USGS. Et finalement, je vais un peu développer aussi tous les facteurs qui influencent la possibilité de l'exploitation d'un gisement. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la géologie économique? Alors, pour commencer, on sait très bien que la quasi-totalité de nos besoins matériels repose sur les ressources naturelles. Et donc là, l'exemple le plus illustre est l'ordinateur, dont le microprocesseur, en fait, il est fait de silicium par des alliages également de métalliques, par divers métaux et d'autres. Et donc tous ces éléments, ils proviennent principalement des ressources naturelles et minérales. Déjà, sur la planète, nous sommes 7 milliards d'habitants et les estimations et les statistiques prévoient 9 milliards d'habitants, donc d'ici 2050. Et donc, l'accroissement démographique va se traduire absolument par l'augmentation des besoins. Et par suite, de nombreuses questions s'avèrent vraiment importantes concernant les échéances prévues avant l'épuisement des ressources naturelles. Et donc, on a recours pour répondre à ces questions au domaine de la géologie économique, qui n'est que l'étude de la formation et de l'extraction des ressources naturelles et ont un certain potentiel économique. Donc, pour illustrer la géologie économique, dans un premier temps, j'ai choisi de vous montrer des statistiques publiées par l'USGS. Voilà un graphique là qui montre l'évolution de la production, du prix et aussi de la teneur moyenne du cuivre depuis le début du XXe siècle. Donc, globalement, on observe des tendances de diminution pour le prix et pour la teneur du cuivre, donc ils sont corrélés, alors qu'une anticorrélation entre le prix et la production. Et comment expliquer en fait ces tendances? Une première approche, si vous voulez, paradoxale vraiment, et on va voir pourquoi, est la corrélation entre la teneur et le prix. Donc une fois qu'on voit les teneurs vraiment, ils sont en diminution, on pense que ce sont vraiment les gisements qui étaient vraiment très riches et qui étaient facilement exploitables qui se sont épuisés. Et donc là, on a recours et on s'intéresse particulièrement aux gisements qui ont une faible concentration et donc des teneurs faibles de l'ordre de 0,5%. Et il faut savoir aussi que dans la même période, allant du début du XXe jusqu'au début du XXIe siècle, il y a eu beaucoup de mines en Europe et aux États-Unis qui ont fermé, mais d'autres nouvelles, elles ont été ouvertes et particulièrement dans des climats hostiles, dans des conditions vraiment beaucoup plus difficiles et loin des régions industrielles. Et pour expliquer alors cette tendance de décroissance de la teneur et donc de la raréfaction du cuivre, on sait très bien que cela traduit la baisse de l'offre. Et comme vient là Raphaël de le dire, selon le principe économique de l'offre et de la demande, la baisse de l'offre doit traduire la hausse des prix, doit engendrer en fait la hausse des prix. Et ce n'est pas le cas, d'où l'apparence paradoxale. Alors comment vraiment on peut expliquer ces tendances globales? En fait, c'est l'amélioration des technologies au cours du temps qui ont permis l'amélioration et l'efficacité des explorations, d'exploitation et de la purification dans les mines. Et donc, les mines de cuivre qui étaient juste restreintes dans des zones où il y a vraiment de hautes teneurs de cuivre, elles se sont étendues sur des surfaces beaucoup plus grandes et on a donc des gigantesques exploitations.
Et donc, par suite, il y a une grande production de cuivre. On produit des centaines de millions de tonnes, de milliers, pardon, de tonnes de minerais par jour. Et aussi, selon le principe de l'offre et de la demande, l'offre augmente et par suite, le prix diminue. Et donc, c'est l'anticorrélation qui explique la corrélation entre teneur et prix. Donc maintenant, comment on peut définir la différence en fait entre mine et gisement et à quoi on s'intéresse économiquement? Dans un premier temps, un gisement, en fait, c'est une accumulation de substances utiles, c'est-à-dire utiles pour les industries surtout, et donc pour la société de consommation. Les gisements, ils sont formés particulièrement par différents processus, des processus géologiques, donc du magmatisme, l'hydrothermalisme. Ce sont des facteurs de température et de profondeur, donc de pression aussi, qui jouent sur les différentes formations pour former un gisement. Et donc, la définition d'un gisement, elle est plutôt géologique. Alors que concernant un minerai, donc il s'agit d'un matériau solide, naturel, il contient aussi une substance utile dont l'extraction, elle génère des profits. Et là, j'introduis le terme profit et donc la définition du minerai s'avère plutôt économique. Donc voilà la différence entre minerai et gisement. Mais à quoi on s'intéresse vraiment et quels sont les facteurs critiques pour définir si une substance elle est vraiment utile, pour dire que voilà, ça c'est une substance vraiment très critique pour certaines utilisations. Donc en fait, c'est le Criticality Index qui va définir en fait ce facteur critique. The Criticality Index ou bien Criticality Matrix, il a été inventé et créé en 2007 par un comité de géologues et d'économistes aux États-Unis. Donc, ils appartiennent aux organisations gouvernementales et des universités aux États-Unis. Et ils considèrent en fait dans l'axe des abscisses l'importance d'une certaine substance pour une société industrielle. Et donc, est-ce que cette substance, elle est vraiment critique pour une certaine utilisation? Est-ce que cette substance pourrait être substituée peut-être ou bien non? Alors, ça c'est en abscisse. En ordonnée, on prend en compte le risque de restriction de l'approvisionnement de cette substance. Et donc, il prend en compte, est-ce qu'on peut par exemple produire cette substance localement ou bien il est nécessaire de l'importer? Est-ce que, par exemple, elle est localisée en profondeur? Il va falloir vraiment, il va falloir vraiment creuser trop profondément dans la terre pour extraire cette substance. Et la stabilité politique, elle est également prise en compte. Euh, surtout concernant les pays exportateurs. Donc ça, c'est en ordonnée. J'ai pris l'exemple là du cuivre que je viens là juste de citer. Le cuivre, il a vraiment beaucoup d'utilisation. Il est vraiment très important pour les industries. Il est utilisé, par exemple, pour tout ce qui est voies ferroviaires, tout ce qui est centres électriques, les fils de connexion, les télévisions et tout ce qui est électronique, je pense. Alors, il est vraiment très important, mais il n'y a pas vraiment un risque d'approvisionnement puisqu'il est produit majoritairement sur toute la planète. Pas toutes, mais majoritairement dans de grandes régions. Les régions de production ne sont pas vraiment restreintes. Alors que pour les terres rares et les platinoïdes, eux, ils ont vraiment des utilisations très spécifiques. Ils ne peuvent pas être facilement remplacés et par suite, vraiment, leur utilisation, elles sont très importantes. Et aussi, les régions dans lesquelles elles sont produites, elles sont extraites, elles ne sont pas nécessairement stables économiquement, ni même politiquement. Et aussi, le nombre des régions qui produisent les terres rares, il est vraiment restreint. Donc, le Criticality Index des terres rares, il est vraiment très élevé, comparant à celui du cuivre. Maintenant, quels sont les facteurs qui définissent un gisement exploitable d'un gisement non exploitable? Donc, il y a différents vraiment facteurs. Je commence par la teneur et le tonnage.
On définit la teneur de coupure comme étant la teneur minimale au-dessus de laquelle le gisement il est économiquement exploitable. Donc un gisement ayant une concentration supérieure à cette teneur de coupure ou bien une teneur limite, il est rentable économiquement. Concernant le tonnage, en fait, c'est la quantité totale d'un certain minéral ou bien d'une certaine substance utile qui peut être extraite d'une mine. Et donc, on sait que les gisements, comme j'avais déjà dit, les gisements déjà grands et à très forte teneur, ils sont presque épuisés. On ne trouve désormais que des gisements que des petits gisements et à forte teneur, ou bien des grands gisements et à faible teneur. Et donc, il n'est pas vraiment toujours rentable et ces types de gisements ne sont pas toujours viables économiquement dans ces conditions. Donc, il va falloir vraiment se baser sur d'autres facteurs pour déterminer la rentabilité d'un certain gisement ou bien d'un certain, d'un certain gisement de minerai. Donc voilà, le deuxième facteur, c'est la nature du minerai lui-même. Donc il y a le type des minéraux, la taille, la dureté, la texture aussi qui jouent sur les coûts d'exploitation et de purification du métal. Par exemple, tout ce qui est sédimentaire, friable, peu résistant, il est beaucoup plus facile de l'exploiter et même moins onéreux que les roches, par exemple, magmatiques de dureté très élevée. Également, tout ce qui est compact, bien regroupé ensemble, il est moins, l'exploitation de ce type de corps minéralisé est moins onéreux que les corps qui sont entrecoupés par des failles et très discontinus. J'ai pris l'exemple là des minerais en fait du nickel. Euh, En fait, il existe deux principaux types de minerais de nickel. Il y a le minerai magmatique et le minerai latéritique. On extrait le nickel dans le minerai magmatique à partir des minéraux sulfurés, et donc c'est la pentandite en principe, et on l'extrait dans les minerais latéritiques à partir de la garnierite ou bien la goethite. Donc, pour chacun des deux gisements, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Je commence par exemple par l'énergie. On a besoin beaucoup plus d'énergie pour extraire le nickel à partir du minerai latéritique que à partir du minerai magmatique. Et donc là, il s'agit d'un inconvénient, surtout actuellement, vu que les coûts énergétiques ils sont en augmentation. A contrario, la purification du nickel nécessite, en fait, dans le minerai du magmatique, génère beaucoup plus de soufre et nécessite beaucoup plus de traitement après que le minerai latéritique. Et une partie uniquement de ce soufre pourra être vendue alors que le reste devra être soit rejeté, mais ce n'est pas très acceptable dans la plupart des pays vu les législations environnementales. Et donc ici, ce sont principalement les pressions politiques et économiques, mais aussi les législations environnementales qui vont privilégier un seul des deux gisements. D'autres facteurs aussi interviennent, comme la localisation géographique. Par exemple, plus un gisement il est éloigné des régions industrielles ou bien qu'il soit situé dans un climat hostile ou bien également dans une région où la stabilité politique n'est pas assurée, plus les coûts de transport, d'exploitation et les risques d'installation d'une exploitation dans ces régions vont augmenter. La localisation géologique aussi joue un rôle important. C'est la profondeur en principe. Plus le gisement il est superficiel, plus l'exploitation est moins onéreuse. Et aussi, comme j'avais déjà dit, les facteurs économiques et politiques jouent un rôle sur la viabilité, l'installation et la valeur économique et la viabilité aussi, pardon, j'ai déjà dit, d'un gisement. Donc, un nouveau critère est également pris en compte et qui est celui du recyclage. En fait, actuellement, avec tout ce qui est environnemental et les législations environnementales,
le recyclage, il devient de plus en plus important. Et plus un minéral il est recyclé, on a moins recours à faire vraiment des explorations et des exploitations de ces types de minéraux, bien de substances utiles. On a plus recours au recyclage. Donc là aussi, il faut prendre en considération tous ces facteurs pour déterminer qu'est-ce qui est plus rentable pour les investisseurs. J'ai pris ici l'exemple, par exemple, des gisements de platine en Afrique du Sud et en des teneurs équivalents en platine. Il y a l'intrusion de Bushveld. C'est un complexe intrusif qui est très riche en minéraux, surtout en platinoïdes, en chromite, j'ai oublié, mais c'est principalement des platinoïdes, tout ce qui était rare aussi. Donc, il est formé principalement de couches quasiment très continues. Donc, il est vraiment très efficace de faire l'exploitation de ce gisement. Par contre, le Great Dyke au Zimbabwe, qui est déjà un pays très déstabilisé politiquement et économiquement, cette formation géologique, elle est très irrégulière et elle est découpée et entrecoupée par des failles. Et donc là, l'exploitation, elle est très difficile et même très onéreuse. Donc, on ne l'exploite pas. Donc voilà. Et pour conclure, en fait, j'ai voulu faire juste une petite ouverture. Alors, des questions actuelles se posent concernant le futur et concernant surtout l'existence de limites quantitatives terrestres pour nos ressources minérales. Alors, est-ce que vraiment il y a une limite des ressources minérales sur la Terre et où trouveront-on où trouver en fait ces ressources de demain? Donc, il y a plusieurs entreprises comme Deep Space Industries, qui est une entreprise américaine, qui est à la recherche en fait des gisements extraterrestres, surtout les astéroïdes. Et donc là, c'est une photo en fait de leur concept. Ils pensent vraiment faire des exploitations extraterrestres. Il y a également des industries qui pensent à l'exploitation des minéraux et situés sur la Lune ou bien sur Mars, mais il faut également penser au développement technologique dont on est témoin et la possibilité vraiment d'atteindre des profondeurs importantes, plus que 3,9 km de profondeur. C'est en fait la plus profonde mine en Afrique du Sud. Elle est la plus profonde mine dans le monde, qui est située en Afrique du Sud, c'est Taotona. Et donc, est-ce qu'on est vraiment capable finalement de dépasser et de franchir ces barrières et d'atteindre vraiment des ressources extraterrestres comme pensent certaines industries et certaines entreprises? Donc voilà, merci beaucoup.